Salut Emeline. Bonjour. Salut Emeline, Merci bienvenue. d'être là avec nous. Emeline, comme je le disais avant, parce que là on vient de redémarrer l'enregistrement à cause d'un problème technique. Comme je disais, tu as un titre qui personnellement me fait rêver. Donc tu es professeur assistante à l'Université de Genève et tu es directrice du Centre Vie dans l'Univers. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le Centre Vie dans l'Univers et qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, avec plaisir. Donc ça, en fait, c'est un centre qui a été créé suite à la magnifique nouvelle du prix Nobel de physique en 2019, donc qui a été attribué à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile comme le Soleil. Et en fait, l'université a décidé d'essayer de valoriser un petit peu plus ce prix et donc lancer des nouvelles initiatives. Donc voilà, pour capitaliser un petit peu voilà, sur le prix Nobel. Donc une de ces initiatives, c'était ce centre Vie dans l'Univers, qui est un centre interdisciplinaire, donc avec des géophysiciens, des chimistes, des astronomes évidemment, des climatologues et aussi des biologistes. Et en fait, le but de ce centre, c'est de faire des projets interdisciplinaires pour essayer comment dire, alors on ne va pas répondre à la question, en tout cas dans le futur proche, on ne va pas répondre à la question sommes-nous seuls dans l'univers, mais voilà, c'est le genre de question qu'on essaie d'avancer sur cette question et aussi la question de l'origine de la vie sur Terre. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut juste définir le terme exoplanète? Oui, avec plaisir. Donc en fait, une exoplanète, c'est une planète qui orbite une autre étoile que notre Soleil. Donc on connaît tous les planètes du système solaire, peut-être. Mercure, Vénus, La Terre, plupart. Mars. Voilà, la plupart. Et Pluton n'est pas une planète, c'est une Ouais. planète naine. Voilà. Et en fait, voilà, toutes ces planètes, elles tournent autour de notre Soleil. Et en fait, quand on regarde les étoiles la nuit, par exemple, on cherche des planètes autour de ces étoiles-là, typiquement. Tu parlais de la découverte de la première exoplanète, c'était dans la fin des années 90, le début des C'était en 95. 95. Ouais. Comment ça se fait que ce soit si tard qu'on ait découvert la première exoplanète? Est-ce qu'elles sont rares? Alors, on a découvert qu'elles n'étaient pas rares du tout. C'était une limite instrumentale, en fait. Donc, la première exoplanète, elle a été détectée avec une méthode qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Et en fait, quand une planète tourne autour de son étoile, elle fait bouger un petit peu son étoile. Et donc, en fait, c'est en détectant le mouvement de l'étoile qu'on peut inférer la présence d'une planète. Et c'était une technique qui était très utilisée pour étudier des systèmes doubles d'étoiles, donc deux étoiles qui se tournent autour. Et en fait, pour ces systèmes-là, le mouvement d'une des étoiles était très important. Mais si on réduit la masse, on va vers une masse plutôt de planètes, le mouvement devient beaucoup, beaucoup plus petit. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à trouver. À trouver. Et il faut avoir des instruments de plus en plus performants. Et en fait, c'était là où la contribution de Michel Mayor a été déterminante, parce qu'il a vraiment travaillé pour essayer d'améliorer les instruments. Et c'est cette amélioration des instruments qui a permis d'avoir la précision suffisante pour détecter une planète. D'accord. Ok, et du coup, maintenant, on se rend compte qu'elles sont pas rares, donc on en détecte plein. Oui, on en a détecté plus de 5000 maintenant. Waouh. Et en fait, quand on essaie de faire des statistiques, on se rend compte que, en moyenne, toutes les étoiles ont au moins une planète. Et comment est-ce qu'on cherche la vie sur ces planètes-là? Alors ça, c'est c'est une grande question. Donc c'est une des questions qu'on essaie de répondre au sein de ce centre Vie dans l'Univers. Et donc après, ça dépend où est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche dans le système solaire ou est-ce qu'on cherche justement pour les exoplanètes? C'est pas tout à fait... on répond pas à cette question de la même manière. Mais pour les exoplanètes, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de détecter des signes de vie, ou ce qu'on appelle dans notre jargon des biosignatures, dans l'atmosphère de ces exoplanètes. Parce qu'en fait, tous ces systèmes sont tellement, tellement, tellement loin. On n'a pas énormément d'informations, mais on peut avoir une information sur la composition de l'atmosphère. Et en gros, ce qu'on fait comme hypothèse, on se dit que la vie éventuelle de cette planète a évolué suffisamment pour impacter l'atmosphère de la planète. Et c'est ce qui s'est passé sur Terre, finalement. Grâce à la vie, on a 20% d'oxygène dans notre atmosphère. Donc, par exemple, si vous êtes un extraterrestre et vous regardez la Terre, si vous détectez de l'oxygène, c'est une biosignature, parce que c'est créé par la vie.
Et donc c'est typiquement ce qu'on essaie de faire pour les exoplanètes, sauf que c'est pas aussi simple que détecter de l'oxygène. Et donc il faut essayer d'étudier les systèmes, essayer de comprendre leur histoire, leur évolution, pour savoir quelle molécule ou quel groupe de molécules pourrait être une signature de vie. Et tu peux dire en quelques mots pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète qui n'aurait pas la vie? Alors c'est ça la difficulté, c'est qu'il peut y avoir de l'oxygène dans une planète où il n'y a pas la vie. Ah d'accord. Et du coup c'est ce qu'on appelle un faux positif, à savoir Mhm. que on a envie de dire que c'est une biosignature, mais en fait il peut y avoir des processus qui n'ont rien à voir avec la vie, qui peuvent aussi aboutir à une grande quantité d'oxygène dans une atmosphère. Et c'est particulièrement vrai pour des planètes autour d'étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil. Mhm. Et incidemment, c'est ces planètes-là dont on peut sonder l'atmosphère avec par exemple le télescope spatial James Webb. Mhm. Et les futurs instruments, ils sont aussi très focalisés sur ce genre de planètes parce qu'elles sont faciles à faire. Et donc, c'est là toute la difficulté vraiment. Parce qu'on sait que l'oxygène n'est pas une bonne biosignature. Et donc, il faut D'accord. trouver autre chose et il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes pour savoir d'où viennent les gaz. Et si un jour on se dit, OK, on a ce mélange de gaz, on n'a aucune idée de comment il a pu venir là, parce que c'est pas le volcanisme, c'est pas l'interaction avec l'étoile, c'est pas toute autre chose. Alors là, peut-être que ça pourrait être de la vie. Mhm. Est-ce qu'on conçoit ou est-ce qu'on s'efforce de concevoir la possibilité de la vie sans oxygène dans l'atmosphère? Oui, Voilà. alors tout à fait. En fait, les premières formes de vie sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène, donc il fallait bien qu'ils se débrouillent, quoi. Mais alors, donc ça, c'est une question plutôt de biologie, mais quand on regarde l'évolution de la complexité de la vie sur Terre, quand il y a commencé à avoir de l'oxygène, ça a favorisé en fait plein de nouvelles innovations, on va dire. Et il y a eu des organismes beaucoup plus complexes qui ont pu se développer à partir de ce moment-là. Mais après, le problème aussi, c'est que ce qui s'est passé sur Terre, ça ne se passe pas forcément comme ça sur une autre planète. Parce que là, c'est l'évolution qui fait les choses. Mais si, par exemple, sur notre planète, au lieu d'avoir de l'oxygène, on a du méthane, par exemple, l'évolution va sélectionner d'autres traits. Et peut-être qu'il y aura aussi une explosion de la complexité de la vie, mais ce sera différent de ce qu'on connaît. Donc, en fait, la possibilité est très, très large. C'est un peu effrayant. Mais tu disais au début que c'est la question de si on est seul dans l'univers, on va pas y répondre prochainement. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faudra? Est-ce que c'est des instruments plus précis? Comment est-ce qu'on va y répondre? Alors, c'est exactement ça, en fait. C'est que il nous faut des instruments plus précis. Et en fait, toutes les missions instrumentales, que ce soit au sol, mais surtout dans l'espace, ça prend énormément de temps à faire, quoi. Par exemple, le télescope spatial James Webb, depuis l'idée originale jusqu'à le lancement du satellite, c'est des décennies, quoi. Et donc, là, en ce moment, on est en train de penser à des télescopes qui vont peut-être partir dans l'espace en 2050 ou quelque chose comme ça. Et ces télescopes-là, ils pourront peut-être dire, il y a cette molécule, mais ils pourront pas forcément dire dans quelle proportion. Enfin, il y aura des grandes incertitudes. Et on pense que probablement pour détecter ces fameuses biosignatures, donc un ensemble de molécules qu'on pense qui puissent être dues à la vie, je pense qu'il faudra des précisions encore. Enfin, il faudra vraiment savoir, OK, on a X% d'oxygène, on a X% de méthane. Et ça, au niveau instrumental, on n'y est pas du tout. Donc il y a cette limite instrumentale, et après, il y a aussi une limite, entre guillemets, plus théorique, justement, d'essayer de comprendre dans ces systèmes quel est le groupe de molécules qu'il faut qu'on détecte pour dire que c'est la vie. Donc c'est deux questions qu'il faut qu'on résolve. C'est ce que tu disais quand on avait fait un appel préparatoire. Tu disais qu'on a un seul exemple de la vie. Oui, en fait, c'est un très bon point. C'est qu'en fait, on est très terre centré sur la Terre. Parce que c'est notre seul point de mesure. C'est le seul endroit où on sait qu'il y a la vie. Et donc, toutes les recherches qu'on fait sont basées sur une recherche d'une vie telle qu'on la connaît.
Donc une vie qui nécessite de l'eau liquide, par exemple, qui nécessite de l'énergie, qui nécessite voilà, un ensemble de molécules particuliers, donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, etc. Mais ça, évidemment, c'est une définition qu'on a trouvée parce qu'on a cette vie voilà, chez nous. Donc on pourrait penser que ça nous restreint, et probablement ça nous restreint, mais le truc c'est qu'on ne sait même pas comment la vie est apparue sur Terre. On ne sait pas encore comment on est passé de molécules toutes simples à quelque chose qui se réplique et qui est vivant. Et donc c'est très difficile d'imaginer d'autres formes de vie qui ne sont pas celles que l'on connaît. Et qu'on ne saurait pas reconnaître peut-être si on était face à elle. Exactement, c'est ça l'idée. C'est qu'on n'est même pas sûr de pouvoir reconnaître facilement, voilà, pour toutes les raisons dont je vous ai donné, une vie comme la nôtre. Mais alors une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre, ça paraît très très compliqué. Mais alors là, on parle de biosignature, mais est-ce que ce serait possible d'être face à face à une vie et de ne pas la reconnaître comme étant de la vie? Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? C'est une bonne question. À quoi est-ce qu'on reconnaît de la vie si on l'avait en face de nous? En fait, la vie telle qu'elle est définie par la NASA, par exemple, c'est quelque chose qui se réplique et qui a une... J'aurais dû avoir la définition en tête exacte. Mais il y a une nécessité d'avoir un matériel génétique qui va d'une génération à l'autre. Pour faire l'évolution darwinienne, en fait. Donc c'est une définition assez scientifique. Donc ça veut dire que si on a quelque chose, on dit tiens, est-ce que ça pourrait être en vie, ça? Il faudrait l'observer suffisamment longtemps pour voir qu'il se reproduit. Il se reproduit, exactement. Et voir si Alors voilà, on retombe encore sur un point de vue très centré sur la Terre. Mais on s'attend d'une certaine manière à ce que les organismes aient une sorte d'ADN qui puisse justement transporter l'information d'une génération à la suivante. Et donc il faudrait voir avec la descendance, est-ce qu'il y a une recopie du matériel génétique, etc. Mais je veux dire, il y a d'autres méthodes aussi. Par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Brice Olivier Demory qui travaille à Berne, qui en fait est en train de fabriquer un instrument qui permettrait de détecter la vie sans qu'il y ait de doute, d'une certaine manière. À savoir qu'il n'y a pas de ces faux positifs là dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais quand vous avez une molécule chimique, vous pouvez avoir exactement les mêmes atomes, mais organisés de façon un petit peu différente. Et donc, par exemple, on fait souvent l'analogie avec les mains. C'est-à-dire que les mains, c'est identique, mais on peut pas les superposer. Et en fait, il se trouve que la vie, elle sélectionne qu'une géométrie. Ça veut dire que vos molécules, elles peuvent exister comme ça ou comme ça. Mais en fait, la vie, elle fait que ça. Et ça, il y a une interaction spécifique avec la lumière qui se fait. Et ça fait... vous connaissez les lunettes polarisées? Oui. Voilà. Et donc, en fait, ça fait un signal de polarisation. Et si on détecte ça, c'est dire que c'est vivant. Et ça, on arriverait à le détecter sur dans l'atmosphère d'une exoplanète? Alors non, mais pour le système solaire, oui. Et c'est là que ce que je disais tout à l'heure, on ne cherche pas de la même manière pour les exoplanètes que pour le système solaire. Où est-ce qu'on cherche de la vie dans le système solaire? Il y a Mars. Et puis en fait, il y a des satellites des géantes aussi qui peuvent être intéressants. Donc par exemple, dans Jupiter, le système de Jupiter, il y a Europe, qui peut être intéressant parce qu'on sait qu'il y a un océan d'eau liquide sous une couche de glace. Et puis on sait qu'il y a des endroits où cette eau liquide revient à la surface et puis gèle évidemment quand elle arrive à la surface. Et il y a aussi un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade, qui a lu vraiment des sortes de geysers en fait. Donc il y a vraiment du matériel de l'océan aussi. Il y a beaucoup de satellites en fait, des géantes gazeuses qui ont des océans sous leur couche de glace. Et donc là, on a vraiment de l'eau de cet océan qui remonte à la surface et qui fait des plumes, des geysers. Et donc une des idées, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme molécules dans ces geysers. D'accord.
Donc voilà, Mars et puis des satellites des géantes sont des bons endroits pour aller chercher la vie. Mais s'il y avait une exoplanète qui avait ce genre de configuration, on serait pas capable de détecter la vie, j'imagine, dedans. Parce que ce serait... Avec la méthode dont je vous ai parlé, là, alors, il faudrait demander à Brice Olivier. Mais je pense que pour l'instant, en fait, ils sont vraiment encore en train de tester sur Terre. Donc, par exemple, quand ils ont fait des super expériences, donc par exemple avec un avion, et puis mesurer au-dessus d'une route versus au-dessus d'une forêt, et donc ils voient la différence. Ah, Ouais. Donc ça pourrait être utilisé dans le système solaire, mais je crois que à l'heure actuelle, la technique n'est pas suffisamment avancée pour appliquer ça aux exoplanètes. Il faut encore, je pense, pas mal d'années de développement instrumental pour arriver à peut-être le faire pour les exoplanètes. Mais si un jour c'est possible, ce serait vraiment cool, ouais. Donc, juste que je comprenne, ce qui caractériserait le vivant, selon cette nouvelle définition, ce serait la présence de cette polarisation dans l'organisation des atomes ou des molécules. En fait, c'est une conséquence du vivant. Et en fait, les gens qui travaillent sur l'origine de la vie essaient de comprendre pourquoi la vie a sélectionné une de ces géométries et pas l'autre, ou pas les deux. Est-ce que ce serait possible d'imaginer une vie qui ne sélectionne pas? Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait vraiment demander, je pense, aux gens qui travaillent vraiment sur l'origine de la vie. Un épisode à planifier, ça. Absolument. Oui. Mais du coup, je me demande, en cas de rencontre avec la vie sur une exoplanète, est-ce qu'on a déjà décidé comment on allait interagir avec cette forme de vie? Est-ce que c'est codifié, entre guillemets? Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les systèmes d'exoplanètes sont vraiment très, 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 très loin de nous. Donc, on n'a pas vraiment de protocole dans le sens où on verrait peut-être avec une certaine certitude des signes de vie, mais on n'a pas tellement moyen de contacter. Et puis, souvent, en fait, ce qu'on pense... la vie à laquelle on pense n'est pas forcément une vie très avancée. Donc, ça se trouve, je veux dire, c'est une vie, ça se trouve, qui est même pas capable d'interagir, quoi, c'est ce que je veux dire. Mais après, au-delà de ça, je veux dire, le jour où une forme de vie sera, annoncée, je veux dire, on a découvert la vie, ça y est. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi l'impact sur la société. Et ça, il y a des philosophes qui travaillent là-dessus. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent aux implications en fait que ça aurait. Ouais. C'est que le premier truc auquel je pensais, c'est les religions où la Terre et l'humanité sont souvent considérées comme étant au centre. Et là, on serait plus au centre là. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus au centre. Hein. Je sais pas à quel point la découverte de la vie rajouterait, forcément ça va rajouter parce que c'est quelque chose de très marquant. Mais ce que je veux dire, dès que Darwin a proposé la théorie de l'évolution, je veux dire, l'espèce humaine est revenue comme une espèce comme les autres. Quoi. Donc, la théorie de l'évolution, il y a beaucoup de gens qui refusent de l'accepter aussi. Ouais, aux États-Unis par exemple. Ouais. Par exemple, ouais. Écoutez, c'est sûr que c'est plus facile. Je veux dire, il faut comprendre la biologie, il faut comprendre la science pour comprendre la théorie de l'évolution. Ouais. Mais je veux dire, ce qui est bien avec les théories scientifiques, c'est qu'on peut les tester. Et la théorie de l'évolution, ça marche, mais pour tout, quoi. Pour vraiment... Tout ce qui explique ce qu'on voit, ça peut être expliqué par la théorie de l'évolution. Mais l'origine de la vie, c'est un petit peu différent parce que la théorie de l'évolution, c'est à partir du moment où on a quelque chose comme l'ADN et puis qui permet de répliquer le matériel génétique d'une génération à l'autre. Mais comment on est arrivé à là, ça, c'est pas facile. Et du coup, tu penses que ça changerait... tu dis que ça changerait pas grand-chose parce qu'on est déjà plus au centre. Oui, mais pour moi... Mais en fait, ça dépend vraiment à qui on parle. Par exemple, j'ai eu une conférence grand public il y a 1 ou 2 semaines. Et il y a quelqu'un qui me disait on sait que les extraterrestres sont déjà venus.
Donc il y a une partie de la population pour laquelle c'est évident en fait. Mais ils ont fait les pyramides. Ouais, voilà, typiquement. Ouais. Donc il y a une partie de la population, je sais pas à quel point elle est grande cette partie de la population, mais il y a des gens qui pensent, bah oui, c'est évident quoi. Il y a déjà, on a des preuves. ou alors ça peut être aussi une conviction profonde sans qu'il y ait des preuves. Et ce serait intéressant de savoir de la population générale qui pense qu'il y a de la vie, qui pense qu'il n'y en a pas. Mais ça se trouve, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a une majorité qui se disent « Oh, bah oui, enfin, je veux dire, ça me paraît évident qu'il y a de la vie ailleurs. » Et du coup, une nouvelle telle que la découverte de la vie, par exemple, dans l'atmosphère d'une exoplanète ou dans le sous-sol de Mars, peut-être qu'ils diront « Bah, ok. Ouais. Mais bon, Très bien. Je pense que même parmi les personnes qui espèrent effectivement qu'on trouvera de la vie sur des exoplanètes ou autres, ça peut être bouleversant. Oui, non, tout à fait. Ça pourrait l'être, en tout cas. Pour des personnes comme moi, oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a actuellement, c'est bah voilà, peut-être une intuition. On se dit, bah il y a tellement de planètes. J'ai plus les nombres en tête, mais comme je vous ai dit, il y a en moyenne une planète par étoile, quoi. Donc c'est dire qu'il y a des milliards de planètes dans la Voie lactée. Et on sait que parmi ces planètes, il y en a qui sont dans cette fameuse zone habitable où on peut avoir de l'eau liquide à la surface et tout et tout. Et du coup, juste en pensant, et ça c'est dans notre unique galaxie, quoi. Et donc, quand on remet ça un peu à l'échelle de l'univers, les nombres sont tellement immenses qu'on pourrait se dire, bah, ce serait quand même bizarre qu'il y ait de la vie qu'à un endroit, quoi. Donc, mais voilà, c'est juste une intuition. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'aller vérifier, mais voilà, on est limité par les instruments, on est limité par nos connaissances, et donc on essaie d'avancer. Mais voilà. Mais bon, là, je vais parler d'une idée peut-être un peu farfelue à tes yeux, mais l'idée que la vie sur Terre serait d'une provenance, par exemple, extraterrestre, via, je sais pas moi, une sorte d'insémination, comme une comète qui serait tombée avec le matériel nécessaire dans les conditions offertes par la Terre pour générer la vie. Est-ce que c'est une idée qui est examinée sérieusement dans la communauté scientifique? Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Parce que, je veux dire, dans la Terre, quand vous regardez l'histoire du système solaire, initialement, la Terre, elle se prenait plein de matériel sur la tête, hein, des comètes, des astéroïdes, tout ça. Et donc, eux, ils apportaient des molécules que peut-être il n'y avait pas sur Terre ou qui avaient été détruites. Donc, il y a forcément une partie, en fait, de ce qu'on est qui est venu de ce matériel qui est tombé sur la Terre pendant son histoire. Et en fait, on sait que dans le milieu interstellaire, il y a des molécules organiques assez complexes, en fait. Donc, il y a pas mal de briques qui sont déjà dans l'espace comme ça. Mais on sait que de manière naturelle, dans le milieu dans lequel la Terre s'est formée, il y a tout ce qui est nécessaire, en fait. Et un des trucs les plus durs à avoir, c'est l'eau liquide. Et donc, c'est aussi pour ça que quand on travaille dans les exoplanètes, on essaie de chercher des planètes dans la fameuse zone habitable, parce que c'est là où on pense qu'il peut y avoir de l'eau liquide. Qu'est-ce qui définit la zone habitable ? Bah, en fait, ça provient de modèles. Donc, c'est des modèles de climat. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que soit on fait un modèle d'une colonne représentative de l'atmosphère, donc de la surface de la planète au top, enfin en haut de l'atmosphère, ou on prend aussi même des modèles de climat tridimensionnels, donc un peu comme ce qui est fait pour la recherche sur le réchauffement climatique. Sauf que nous, on enlève la végétation, on enlève tout ça, on enlève toute la complexité, et puis en fait, ce qu'on fait, c'est que on regarde, on prend notre planète et puis on la met de plus en plus proche de l'étoile ou de plus en plus loin de l'étoile, et puis on regarde quand l'eau liquide ne survit plus à la surface de la planète. D'accord. Donc par exemple, pour le bord interne, c'est donc ce qui arrivera à la Terre dans un futur, on espère, lointain, c'est que donc, la luminosité du Soleil en fait, est en train d'augmenter. Le Soleil devient de plus en plus lumineux. Et en fait, quand vous augmentez la luminosité du Soleil, vous augmentez un petit peu la température, évidemment, à la surface de la Terre. Donc, vous augmentez l'évaporation d'eau. Et comme l'eau est un puissant gaz à effet de serre, vous augmentez aussi la température. Et en fait, pendant un moment, vous pouvez trouver un état d'équilibre où vous avez toujours de l'eau liquide à la surface, mais à un moment, ça part en emballement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tellement de vapeur d'eau dans les premières couches de l'atmosphère que ça agit un peu comme une couverture thermique. Et cette couverture thermique, en fait, empêche la planète de se refroidir.
Et donc, si vous empêchez la planète de se refroidir, la température, elle commence à monter, vous évaporez tous vos océans, il fait très 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 chaud, et à la fin vous vous retrouvez avec une planète qui a plus du tout d'océan, toute l'eau est sous forme vapeur dans l'atmosphère, et vous avez des températures infernales en surface. Et donc dans longtemps, la Terre va forcément arriver dans ce point-là. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Mars? Parce que on parle beaucoup qu'il y avait un système fluvial, il y avait de l'eau en surface de Mars, il n'y en a plus maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Alors en fait, ce qu'on pense, c'est que donc Mars, elle est beaucoup plus petite que la Terre. Et donc, on pense que, en fait, dû au rayonnement du Soleil et que Mars soit toute petite, on pense que l'atmosphère s'est échappée, en fait. Elle a perdu son atmosphère. Et maintenant, il y a une pression très, très basse à la surface. Je me souviens plus, mais c'est très, très petit par rapport à la pression que nous, on a sur Terre. Et aussi, on pense que le fait que, comme elle est petite, elle a refroidi plus vite. Et donc, si elle a eu un champ magnétique, par exemple, dans son passé, elle l'a perdu assez vite. Et le champ magnétique peut aussi agir un petit peu comme un bouclier contre l'érosion de l'atmosphère. Donc, en fait, il y a plusieurs pistes, plusieurs explications qui peuvent nous dire pourquoi Mars a perdu son atmosphère. Et la perte de l'atmosphère a fait que les conditions en surface sont devenues inhabitables, dans le sens où il fait beaucoup trop froid pour avoir de l'eau liquide. Et je suis désolé, mais on doit aborder ce sujet. Est-ce qu'on va aller vivre sur Mars? Et est-ce qu'on va rendre Mars habitable à nouveau? Oui, alors je sais qu'il y en a qui aimeraient bien. Alors, je peux mentionner un livre en fait qui a été écrit par une de mes collègues qui s'appelle Sylvia Ekstrom. Le titre, c'est Nous n'irons jamais sur Mars ou ailleurs. Et en fait, elle parle de toutes les difficultés qu'il va falloir surmonter pour un jour aller sur Mars. Donc là, on ne parle même pas encore de colonisation, tout ça. C'est vraiment juste... juste pour aller faire, comme on est allé sur la Lune, aller sur Mars quelques jours. Ouais. Même ça, c'est pas... Même ça, c'est difficile, en fait. Okay. Parce qu'il y a des conséquences sur le corps humain, tout simplement. Il y a aussi des conséquences qu'il y a les radiations du soleil. Enfin, je veux dire, là, nous, on est protégés par l'atmosphère. Mais si vous allez en haut de l'atmosphère comme ça, vous n'allez pas faire long feu. Tu as parlé des conséquences sur le corps humain. Alors là, implicitement, il y a la radiation, mais... c'est l'apesanteur aussi. L'apesanteur aussi, qui bouleverse notre métabolisme, qui nous empêche de fonctionner durablement. On fonctionne moins bien. Ouais. Parce qu'en fait, le corps humain, il s'est adapté aux conditions de la surface. Et en fait, il y a une expérience, et donc je crois que Sylvia en parle dans son livre, il y a une expérience qui a été faite avec 2 astronomes qui sont jumeaux. Et donc, il y en a un qui est parti genre 1 an sur la Station spatiale internationale et l'autre qui est resté à Terre. Et ils ont pu comparer l'état physique des deux hommes quand le jumeau qui était dans la station est revenu sur Terre. Mais c'était assez catastrophique. Je veux dire, la différence de santé. Par exemple, il avait perdu de la masse osseuse, de la masse musculaire, mais aussi, je ne connais pas toutes les conséquences, mais il y avait des conséquences entre guillemets graves, dans le sens où il y avait des choses où ce serait difficile de s'en remettre, quoi. Et donc là, il a fait ça pendant 1 an pour aller sur Mars. Je ne sais pas combien ça dure, mais ça doit durer très longtemps. Et aussi, il y a toutes les conséquences psychologiques à être dans une boîte de conserve pendant plusieurs mois avec toujours les mêmes personnes. Et ça aussi, c'est des choses qui sont étudiées. Parce qu'en fait, il y a pas mal... on se pose aussi la question pour la Lune, en fait. Parce que vous devez savoir qu'il y a des projets d'installer des villages lunaires. Ouais. Et en fait, pour essayer de voir comment les gens supporteraient ça, ils font des expériences, donc ils font ça à l'ESA et probablement aussi à la NASA, et donc ils font un petit habitat qui serait semblable à ce qu'on aura sur la Lune et peut-être un jour lointain sur Mars. Et ils mettent des gens dedans et puis ils coupent tous les contacts avec le monde extérieur, et puis ils doivent se débrouiller, quoi. Et ils doivent et donc du coup ils sont étudiés aussi comment ils réagissent à cette isolation. Donc dans son livre, Sylvia, elle fait vraiment de manière assez systématique tous les trucs qu'on n'a pas encore résolus ou qui sont en cours d'études.
Et donc, quand on lit son livre, c'est vrai qu'on a du mal d'être optimiste dans le sens où on a tellement de choses encore à régler, à surmonter, que ça paraît difficile. Alors après, il y aura toujours peut-être des gens qui seront prêts à y aller, même s'il y a des risques. Ça, c'est vraiment pas impossible. Mais je veux dire, ça paraît difficile. Enfin, c'est vrai qu'on peut imaginer un peu ces premiers pionniers de l'espace comme étant, de la vie durable dans l'espace comme étant un peu une sorte de génération sacrifiée au final, parce que ils vont s'exposer à des choses. Là, il y a tout ce qu'on sait et puis tout ce qu'on ne sait pas encore finalement sur l'impact de ces voyages ou de la vie. Ouais. Et aussi, ce qui, moi, en tant qu'astronome, m'inquiéterait aussi, c'est que on est en train de chercher la vie sur Mars, quoi. Et si vous avez des gens qui vont là-bas, le risque de contamination est énorme. Donc ça veut dire qu'ils peuvent apporter, je sais pas, les bactéries qui sont sur notre peau, ou ils peuvent éternuer, je sais pas, voilà, des trucs bêtes. Et ça peut, d'une certaine manière, contaminer la surface martienne, quoi. Et donc, j'espère vraiment que le moment où voilà, on aura surmonté tous ces obstacles et on aura décidé d'y aller, qu'on aura réglé la question de la vie martienne, quoi. Parce que sinon, on ne saura jamais, en fait, s'il y a de la vie sur Mars, parce qu'il y aura toujours cette incertitude. Est-ce que c'est nous qui avons apporté, ou est-ce qu'elle était là au commencement? Et si c'est une vie semblable à la nôtre, je veux dire, c'est OK, elle est apparue dans des conditions qui pouvaient être les mêmes que sur Terre, donc c'est logique qu'elle soit pareille. Mais on ne saura pas, ça se trouve, c'est nous qui avons apporté ça. Enfin, voilà, ce serait catastrophique. Enfin, pour la science, on va dire. Il y a des missions sur Mars pour... Tu penses qu'il y a une perspective, du coup, qu'on réponde à cette question prochainement? Alors, pour Mars, c'est très concret. On a Perseverance, un rover là, de la NASA qui est actuellement sur la planète et qui fait des échantillons. Dans un endroit où on pense qu'il y a eu de l'eau liquide qui a coulé. Et en fait, il y a une future mission dont le but sera d'aller récolter ces échantillons et les ramener sur Terre. Ah, d'accord. Et donc là, on aura des petits échantillons du sous-sol de Mars, et donc ces échantillons vont être analysés, et voilà, peut-être qu'on trouvera quelque chose dedans, peut-être pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très concret. Alors je me souviens plus exactement quand est-ce que c'est prévu. Ouais. Mais c'est quelque chose qui va se passer, ça c'est sûr. Alors c'est peut-être dans 10, 20 ans, je sais plus. Question peut-être bête, mais donc le rover, il n'a pas la capacité de tester ces échantillons sur place, c'est un con. Non, ouais. Okay. En fait, on est limité quand même dans les... on n'est plus dans l'âge d'or de l'exploration spatiale. Parce qu'il y avait des sondes qui avaient été envoyées aussi pour essayer de détecter la vie, mais ils avaient cherché en surface. Et donc là, ils n'avaient rien trouvé. C'était dans les années 70, je crois. Je pense qu'en fait, les instruments qu'il aurait fallu pour faire des mesures de ce genre, c'était trop pour apporter sur le rover. Là, ils ont une petite foreuse. Ils ont 2-3 trucs, mais ils n'ont pas les instruments qui permettraient de savoir si ce qu'ils récoltent... si dans ce qu'ils récoltent, il y a de la vie. Voilà. Dans ta réponse, tu as laissé entendre, il me semble, la différence de ressources entre aujourd'hui et peut-être à une autre époque. Tu as parlé des années 70. Elle est de quelle ampleur? On a vraiment franchi, pour les gens du milieu comme toi, il y a vraiment cette perception d'avoir... l'âge d'or, c'était des décennies en arrière. C'était pendant la guerre froide et puis la course à l'espace. Et par exemple, la sonde Viking, j'espère que c'est le bon nom, il me semble que c'est ça. En fait, à l'époque, il disait on a construit cette sonde, on va en construire une deuxième au cas où, quoi. Mais ça, maintenant, on ferait plus ça du tout. On n'a pas les moyens. Vous imaginez si le James Webb, il a coûté quelques milliards, là. Hop, on fait un deuxième. Au cas où, si le premier, ça marche pas bien, hop, on envoie le deuxième. Donc, il pensait pas de la même manière à cette époque-là. Et alors, il y avait cet enjeu, de la guerre froide, tout ça, qu'on a quand même plus tellement maintenant. Et comment est-ce que ça évolue, ça? Est-ce que tu penses qu'on est... J'ai l'impression qu'il y a un regain d'enthousiasme pour l'espace dans les dernières années. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est...
Alors ça, c'est un sujet un peu épineux, je dirais. Ouais. Parce que cet attrait pour l'espace, il y a aussi beaucoup de compagnies privées, j'ai l'impression. Mhm. Et ça, nous, en tant qu'astronomes, on ne le voit pas très bien, en fait. Ah ouais. Par exemple, tous les Starlink et compagnie, ça impacte les mesures qu'on fait avec nos instruments sur le sol. Donc, en fait, vous essayez de détecter quelque chose et puis vous avez une ligne blanche qui passe parce que c'est un satellite qui vient de passer. Donc, ça dégrade nos observations. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire avancer la science, quoi. On essaie d'apporter des réponses à des questions que l'humanité se pose. C'est sûr que... voilà. Mais le fait d'aller dans l'espace pour des gains commerciaux, on ne voit pas ça de la même manière quand on est astronome. Et est-ce qu'il n'y a pas... Surtout dans le contexte actuel avec le réchauffement climatique. Ouais, je comprends. Là, je me fais l'avocat du free market. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que ces démarches commerciales, finalement, diminuent les coûts d'accès à l'espace ou amènent d'autres avantages qui permettraient de faciliter la recherche scientifique? C'est pas impossible parce que je sais que aussi au niveau de la recherche scientifique, il y a pas mal en fait de petites missions qui sont aussi, on va dire, imaginées avec des CubeSats, donc vraiment des tout petits satellites. Donc on peut faire un peu de science avec ça. Mais bon, voilà, par exemple, trouver la vie dans l'univers, hein, c'est pas avec des petits satellites comme ça qu'on le fera, quoi. Ce sera vraiment avec des gros satellites dédiés. Par exemple, il y a un projet dont des collègues à Zurich s'occupent, qui s'appelle LIFE. Et ça va être un interféromètre. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs satellites qui vont voler en formation et ramener la lumière dans un collecteur. Et en fait, cette mission, elle vise à essayer de caractériser l'atmosphère d'une planète comme la Terre autour d'un soleil. Donc vraiment, essayer de détecter une Terre comme la nôtre. Et de caractériser son atmosphère. Et ça, c'est un énorme truc, quoi. On est obligé de faire un énorme truc parce que la quantité de lumière qu'on reçoit d'une telle planète est petite. Et donc, il faut des grands trucs. Donc, je veux dire, pour certaines questions scientifiques, oui, effectivement, certaines innovations, on va dire, du côté plutôt commercial, peuvent donner des idées pour faire des petites choses. Mais c'est pas forcément ça qui vont faire avancer les grandes questions. Et du coup, Elon Musk ne va pas faire une ville sur Mars non plus. Ouais. Comme j'ai dit, moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse savoir s'il y a eu de la vie sur Mars avant qu'il y ait des gens qui aillent, parce que c'est vrai que sinon, après, ce sera compliqué, quoi. Ouais. Tu parlais avant tu avais mentionné qu'on voulait faire des villages sur la Lune. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi? C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour le démontrer qu'on peut le faire. Après, je sais qu'il y a des... un des rêves, entre guillemets, pour les astronomes aussi, ce serait de pouvoir construire des télescopes sur la Lune. Parce que du coup, on n'a pas l'atmosphère. Et bon, on ne peut pas observer tout le temps, mais on aura des conditions vraiment super. Et on pourrait fabriquer, typiquement, d'énormes choses. Donc peut-être qu'il y a aussi cette idée un petit peu futuriste d'avoir ça. Et puis bon, bêtement, il y a aussi des gens qui veulent récupérer des matières premières. Bêtement. Voilà. Ouais. Et le fait de chercher la vie dans l'univers, comment est-ce que ça a changé ta perspective sur la vie sur Terre? En fait, c'est assez rigolo parce que quand on travaille là-dessus, on arrive à compartimentaliser. Savoir qu'il y a de temps en temps, en fait, où je réfléchis à ce qu'on est en train de faire et puis j'ai un peu un sentiment de vertige. mais souvent, on arrive quand même à traiter ça de manière différente. Mais en même temps, je veux dire, le fait que les planètes habitables qu'on trouve, donc qui potentiellement peuvent avoir de l'eau liquide, etc.,
elles sont vraiment tellement loin qu'on se dit qu'on n'a pas intérêt quand même à bousiller trop notre Terre. Parce qu'on ne pourra jamais aller sur une exoplanète pour survivre. Et donc, dans le sens-là, ouais, ça... On a ce sentiment qu'il faut vraiment qu'on prenne soin de notre Terre, quoi. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, non. Enfin, pas assez court terme, en tout cas, pour que ce soit Oui, voilà, je veux pertinent dire, il faudrait, je ne sais pas combien de centaines d'années de développement technologique pour qu'on puisse arriver à... Ah, carrément. Ah bah oui. On peut pas demander à ChatGPT de faire une... Non, malheureusement, non. Ouais. Non, parce que quand on regarde la planète... Alors, ce qui est super cool, c'est qu'on a la planète dans le système solaire le plus proche de nous, donc, qui est Proxima du Centaure. Donc, autour de Proxima du Centaure, il y a une planète qui est dans la zone habitable. Mais elle est à 4 années-lumière. Donc, une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année. Sachant qu'elle met à peu près 8 minutes pour arriver du Soleil à nous. Donc, bon, une année-lumière, du coup, vous imaginez, c'est très loin. Donc 4 années-lumière, c'est une distance qui est astronomique. Et c'est là où il y a la planète la plus proche. Mhm. Et quand vous regardez avec la technologie qu'on a maintenant, il nous faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour y aller. Moi, j'ai une question qui a un peu la même prémisse que que la dernière de Gabrielo. C'est toi qui passes beaucoup de temps à observer l'espace, les étoiles, les exoplanètes. Est-ce que toi, tu es attiré par cet environnement-là? Est-ce que tu as envie d'aller dans l'espace? Du coup, on parle juste aller, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale. Par exemple, ou quelque chose comme ça, Ou bah, sur la Lune, aller. Ouais, sur la Lune. Bah, ce serait vachement chouette, mais je pense que j'aurais très très peur aussi. C'est vrai? Non, vous auriez pas peur? Je serais terrorisé. Mais je pense que je dirais quand même oui, sous certaines conditions. Ouais, voilà, je pense que ça me plairait. Conditions. C'est quoi les conditions? Tu veux aller sur la Lune, mais je veux choisir les films qu'il y aura dans le Inside Entertainment. Non, c'est que mon futur enfant est déjà suffisamment indépendant. Tu vois que s'il m'arrive un truc, il va quand même réussir. Enfin, il est assez vieux, il a assez de compétences et de ressources pour s'en sortir. Enfin, ce serait vraiment, c'est tout bête, mais des considérations, je pense, assez personnelles et familiales. Oui, voilà, ouais. Non, c'est sûr que dans l'absolu, moi, ça m'attirerait. Enfin, ne serait-ce que ressentir un jour la sensation d'être en apesanteur, ça doit être assez remarquable quand même, ça. Ça doit être assez remarquable. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des avions qui permettent de faire ça. Et donc, par exemple, au niveau de l'ESA ou du CNES, je ne sais plus, on peut soumettre des expériences scientifiques à faire en apesanteur. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez aller dans un de ces avions. Et puis, mais alors, ça dure peu de temps. Je crois que c'est genre 30 secondes où il chute. Et donc, on est en apesanteur. Et puis après, ça reprend. Donc, en plus, il ne faut pas être trop malade dans les transports. Ouais. Je crois que c'est assez dur. Mais ouais, c'est vrai que c'est attirant, forcément. Ouais. Mais du coup, la conclusion, c'est qu'il n'y aura pas de plan B pour l'humanité. Pour l'humanité, non, je pense pas que... On va dire qu'au niveau technologique, on n'est pas du tout suffisamment avancé, et je pense qu'on ne le sera pas avant peut-être une centaine d'années, je sais pas, pour faire tout ça, quoi. Bon. Ok, donc il faut chérir cette planète Terre. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que je peux faire un poil de pub? Mais bien entendu, s'il te plaît. Parce qu'en fait, on aura une exposition de posters sur le quai Wilson à Genève. Donc, pour ceux qui connaissent Genève, ce sera entre les bains des Paquis et puis le parc de la Perle du Lac. Et donc, on a une trentaine en fait de posters donc, qui ont été créés par le Centre Vie dans l'Univers et qui parlent un petit peu, ça part de l'espace et puis ça arrive jusqu'aux bactéries. Et même des bactéries, les cyanobactéries qu'on a dans le lac Léman. Ouais. Okay. Quand est-ce que ce sera? C'est au mois de mai, c'est du 2 au 31 mai. Et on aura une visite guidée le 15 mai à 18h. Donc le départ sera au poster côté bain des Paquis. Et donc on aura plusieurs scientifiques du CVU, dont moi et mes collègues, qui seront là pour commenter quelques-uns des posters. Et puis après, on ira jusqu'au Muséum d'Histoire Naturelle qui se situe pas très très loin de l'exposition, avec des cailloux volcaniques, des bactéries pour échanger aussi avec le public. Ah, on mettra un lien vers l'event dans la description. Moi, j'y serai dans tous les cas. Ok, cool. Et puis, encore, je suis désolée, on a plein d'événements en fait. Vas-y. Il y a aussi l'observatoire qui aura des journées portes ouvertes les 17 et 18 juin.
Donc le CVU, le Centre pour la vie dans l'univers, il sera, mais il y aura aussi évidemment tout le reste de l'astronomie. Donc vraiment la recherche des planètes, mais aussi on a des gens qui travaillent dans les étoiles, les galaxies, l'univers extrême. Et donc l'observatoire ouvre ses portes donc les 17 et 18 juin. Il y a des choses à faire avec les enfants, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont organisées. Et donc voilà. Génial. Ouais. Et c'est Cool. bon, c'est fini. Merci beaucoup, Emeline. Merci C'était hyper infiniment. enrichissant. Ouais, génial.